mesdames et messieurs, qu'on aura, mettons, dans à peu près une trentaine de minutes, une quarantaine de minutes, nos discussions autour justement de la fête du travail, quelles sont les conditions de travailleurs au Bénin aujourd'hui et quel est l'environnement de l'emploi, notamment depuis 2016, on fera un petit point. Je vous rappelle aussi qu'on a rendez-vous autour de 8h05 avec notre spécialiste économie. Jacques Débé va nous intéresser à une actualité. Le Bénin est premier pays importateur dans le monde entier du riz indien. Alors, quel profit peut-on tirer de ce statut? En tout cas, question à notre spécialiste des questions économiques. Les mercredis matin sur l'Actu Matin. Voici donc mes deux invités. Une loi qui fait polémique depuis quelques temps au Bénin. Il s'agit de la loi promulguée récemment portant un cadre juridique de la chefferie traditionnelle au Bénin. Il aura fallu un travail technique préalable. Apprend-on qui a inspiré la loi à la fin, mais quels éléments et quels points retenir du travail sur le terrain? On en parle donc avec deux membres de la commission. D'abord, Paul Akony, spécialiste du patrimoine culturel immatériel, directeur général de l'agence de sauvegarde de la culture à Datado et rapporteur de la commission. Dr Akony, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur l'Actu Matin. En face de vous, professeur Romuald Michozounou, historien de formation et de profession d'ailleurs, membre de la commission aussi. Professeur Michozounou, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur l'Actu Matin. Merci. Merci surtout de venir nous aider à comprendre un peu les contours liés justement à cette loi qui a suscité beaucoup de réactions, en tout cas dans l'opinion publique nationale. Quelle est la configuration de la commission et qui en sont les membres et qu'est-ce qui a postulé à leur choix? Je ne sais pas à qui je vais adresser ma première question. Au directeur, docteur Akony, comment est-ce que les membres de la commission ont été choisis? Quels sont les éléments qui ont postulé à leur choix et comment est-ce qu'elle était configurée? Merci. Avant tout propos, je voudrais quand même saluer la vision et la justesse donc, de l'initiative lancée par le gouvernement. Alors, quand on prend en compte la thématique, celle donc de revaloriser un peu notre patrimoine historique, je vais dire notre patrimoine royal, il fallait quand même réunir donc, autour de la question un certain nombre de compétences, notamment en sciences humaines. Et pour ça, le gouvernement, évidemment par l'intermédiaire des ministères en charge de la culture, de l'intérieur, de la décentralisation et de la justice, a donc identifié un certain nombre de compétences clés. Il y en a eu au total, au total 17 membres. Vous l'avez dit tantôt d'ailleurs, la commission a été présidée par le professeur de linguistique à la retraite, le professeur Albert Bienvenu Akoha. Et dans cette commission, vous retrouvez plusieurs historiens, des géographes, des linguistes, des juristes, des socio-anthropologues, puis des personnes ressources. Vous avez envie de ce que je donne quelques noms, c'est ça? Pourquoi pas? Ça pourrait nous aider à mieux voir à quoi ça ressemblait cette commission. C'est vrai qu'on a de grands noms quand même, hein? Professeur Michozounou, professeur Bienvenu Akoha, mais qui sont les autres? Enfin, vous aussi, docteur Akony. Exactement. Alors, dans le rang des historiens, vous avez le professeur Michozounou, ici présent, le professeur Emmanuel Tiando, le professeur Djibril Debourou, le professeur Amélie Debello, le professeur Bellarmé Kodo et le professeur Jonas Abiala. De grands noms de alors, dans le rang des sociologues et socio-anthropologues, vous avez Timothée Kodjo Togbe, vous avez Madame Monique Wassakwaro, vous avez Pascal Dou. Le géographe, c'est le professeur Léon Badin Biobigou. Plus historien que géographe dans le fond, en réalité. Ben voilà. Et, vous avez des juristes de haut niveau, le président Dahodekou, qui est quand même le conseiller technique juridique du ministre de la Culture. Vous avez Michel Adjaka, qui à l'époque n'était pas encore à la cour. Je peux parler du magistrat. Du magistrat, oui. Vous avez Abbas Olosumare. Quel était son rôle, lui, dans la commission? Alors, il était le premier rapporteur de la commission, juriste. Et moi, évidemment, le second rapporteur, historien du patrimoine. Et vous avez Chansinda, qui est quand même le chef de la cellule juridique au ministère de la Justice. Absolument. Ce qui veut dire, un petit commentaire très important, M. Agoy, que lorsque vous regardez, vous allez voir que toutes les compétences universitaires sont réunies et ces 17 membres proviennent de toutes nos aires socio-culturelles. C'est important de le préciser.
En tout cas, on l'a remarqué, on a choisi des profils qui sont très intéressés, et très intéressants d'ailleurs par rapport justement à la thématique des royaumes. On en a eu au total, en tout cas après vos travaux, 16, je ne m'abuse pas, hein, 16. Exact. On a des chefferies traditionnelles qui sont 80, chefferies supérieures, 80, et enfin les chefferies coutumières qui sont 10 au total. C'est quoi ce jargon trop technique là? Les rois, les chefferies supérieures, les chefferies coutumières. Pour un simple Tozoumou, aidez-nous à comprendre, on n'a pas un vocabulaire assez élargi. C'est assez simple quand même à comprendre. À l'issue de nos travaux, nous avons constaté que dans la période choisie, parce qu'en histoire, la chronologie est importante. Très important. On nous a demandé un travail de doter la chefferie traditionnelle d'un cadre juridique. Oui. La chefferie traditionnelle, il fallait d'abord nous définir et nous situer. On s'est rendu compte que dans l'histoire de l'espace qu'on appelle aujourd'hui le Bénin, il y a eu des périodes où les Béninois n'ont pas pu se gérer tout seuls. À partir de 1894, pour la partie méridionale, nous avons la France qui est intervenue Avec la colonisation. et a créé le 22 juin 1894 la colonie du Dahomey et Dépendance, qui va progresser avec l'avancée de la France vers l'objectif, le fleuve Niger, que la France va atteindre dans l'espace de notre pays en 1897. Donc c'est aperçu que dans la partie méridionale, en 1894, dans la partie septentrionale, en 1897, notre pays, nos sociétés ont perdu leur indépendance. Donc pour nous, si nous voulons parler d'une chefferie traditionnelle, nous prenons alors toutes les formes d'organisation et de gestion que nos sociétés ont mises en place avant 1894 avant l'arrivée et des Français. avant l'arrivée des Français qui ont pris possession de notre pays. Donc, à partir de ce moment-là, quand nous faisons le point, nous nous rendons compte qu'il y a eu des royaumes et ces royaumes-là ont occupé des espaces avec l'érosion du temps. Certains de ces rois aujourd'hui n'ont plus la même mise sur tout l'espace qu'occupait leur royaume en temps. Au départ. Et que ces royaumes étaient les formes de pouvoir les plus centralisées. Donc, on s'est rendu compte qu'à partir de ce moment-là, quels sont les royaumes qui ont existé? Le décompte a donné 16. Ensuite, les provinces qui ont échappé à la gestion des rois de nos jours et qui ont appartenu à ces pouvoirs centralisés, ou bien les espaces qui étaient centralisés mais qui n'ont pas atteint l'étape du royaume. Ce sont ces espaces-là que nous avons classés dans chefferie supérieure. Okay. Dans la partie nord-ouest de notre pays, où le pouvoir est peu centralisé, là, nous avons classé dans la catégorie... Nord-ouest, hein? Au nord-ouest de la Takora et la Donga. C'est cette partie-là où nous avons trouvé la chefferie coutumière. Parce qu'au fait, les gens s'organisent du lignage, ils vont jusqu'au niveau du clan. Et ça s'arrête. Or, ça s'arrête là. C'est peu centralisé. On n'a pas un roi, on n'a pas, mettons, une autorité. On a une autorité politique vraiment qui est à la fois politique et religieux. Ok. Il détient, le chef au niveau de cette partie-là, détient un pouvoir temporel et un pouvoir religieux. C'est cette partie-là où on a classé dans la catégorie de la chefferie coutumière. L'ensemble de ces trois catégories constitue la chefferie traditionnelle. Il y a une quatrième catégorie. Laquelle? La chefferie communautaire. Ah oui, vous aviez, tous ceux qui ne se sont pas retrouvés dans les trois catégories que vous aviez identifiées, vous les avez, mettons, mis dans ce gros panier-là, chefferie communautaire. Est-ce que c'est pas une façon de banaliser d'abord leur autorité, parce qu'ils ont quand même, je dois dire, une certaine influence sur un espace géographique donné? Est-ce que ce n'est pas aussi minimiser, je dois dire, leur importance dans la communauté? Alors, pas du tout. Ce serait, à mon humble avis, une très mauvaise lecture de la loi. Je voudrais donner quelques précisions. Dites-nous. Vous savez, le professeur vient de le dire, et votre question de tout à l'heure appelait insidieusement la question des critères. Il a sorti tout à l'heure des mots très techniques. Pouvoir centraliser ou pas centraliser. Expliquons un peu. Les trois critères
en dehors de la bonne chronologique, donc déjà expliqué, les 3 critères de travail sont l'espace géographique couvert par l'entité traditionnelle. 1. Après, le type de pouvoir et son niveau de concentration. Et troisièmement, le type de société et son niveau de différenciation. Justement, lorsque vous considérez ça, lorsque vous considérez ces 3 critères et que vous étudiez nos sociétés, vous remarquez, comme il a su bien expliquer, qu'il y a certaines entités qui ont un pouvoir très centralisé, qu'on a dénommé donc les royaumes. Comme Abomey, comme Niki. Comme le temps romain, plutôt, et nous Abomey. Voilà. Nous sommes en histoire, etc. Vous avez des entités moyennement centralisées. Il a expliqué suffisamment les chefferies supérieures et donc les chefferies très spéciales de la Takora Ouest et de la Donga. Il a expliqué. Alors, ça me permet donc de revenir un peu sur ces fameuses chefferies communautaires. Logiquement, prenez-moi par exemple, je suis à Koigny. J'ai un tas à Koigny, quelqu'un qui gère la famille à Koigny, la collectivité à Koigny. Lui aussi, il a un pouvoir traditionnel. C'est un chef traditionnel. Mais son pouvoir n'est pas suffisamment concentré pour cocher les cases d'une chefferie supérieure, encore moins d'une chefferie centralisée qu'on appellerait royaume. Il reste donc logiquement une chefferie coutumière. Donc, il ne faudrait pas que nos compatriotes pensent que voilà, cet article 8 est mis là pour contenter en griffe d'éventuels insatisfaits. Non, c'est une réalité sociologique qui a été très intelligemment traduite dans les dispositions de cette loi-là. Vous avez certainement suivi les réactions qui sont venues après la publication de vos travaux. Et celle qui m'intéresse surtout, c'est celle du député Bako Arifari, qui s'est intéressé quand même à la situation à Bani Kohara et à Karim Maman, où il situait, ma foi, une certaine forme de gestion de pouvoir qui n'a pas retrouvé, je dois dire, sa plénitude dans les choix et les définitions que vous aviez faites à partir de vos enquêtes sur le terrain. Qu'en est-il, professeur Mitouzoulou? Prenons l'espace de Karim Maman, Oui. qui est un espace d'Indi qui a appartenu à un genre d'émir, d'empire, si vous voulez, religieux, qui est un espace important. Oui. Mais la partie qui se trouve au Bénin Oui. n'est qu'une province de cet émirat-là, dont le patron se trouve à Gaïa. L'épicentre est à Gaïa. Ah oui, l'épicentre est à Gaïa. À partir du moment où vous avez une province de l'empire, de l'émir, de l'émirat, la province ne peut pas se transformer en empire ou royaume. Cette province ne peut pas se transformer en empire ou royaume. Donc la partie qui se trouve, la partie d'Indi, de cet émirat qui se trouve dans notre pays, nous l'avons classée dans les chefferies supérieures. Voilà. Et pour Bani Kohara? Bani Kohara n'était pas un royaume et dépendait d'un autre royaume, Lequel? Batonou. À partir de ce moment, nous avons expliqué, nous avons échangé avec les députés Oui. et les échanges ont été faits. On a appris que ça a été vraiment rouleux. Les échanges sont basés sur la réalité historique. Je voudrais rappeler que Oui. notre travail a commencé avec un atelier avec le département d'histoire et d'archéologie, qui est la structure technique de l'université d'Abomey-Calavi, qui a aujourd'hui la structure technique habilitée à nous dire quand même sur le plan historique tel est le royaume, tel est ceci et là. Et ils ont publié même un ouvrage qui a servi de base à notre travail. Il faudrait que tous ceux qui sont intéressés puissent lire ce travail-là. Il est public. L'ouvrage s'appelle « Historicité et espace de pouvoir traditionnel au Bénin ». Dans cet ouvrage, vous trouverez le point. Il y a l'essentiel. Il y a l'essentiel. En tout cas. Mais là, soulevé aussi une question assez intéressante. La question de la préséance. Quand vous dites... bon, enfin... C'est vrai que ça va embêter certains par rapport à d'autres. Quand on dit le royaume du Dahomey, on voit toute cette splendeur, cette étendue géographique. Quand on dit le royaume de Niki, c'est aussi à peu près la même chose. Quand vous appelez ces deux-là rois et que vous les mettez à côté de rois de... Enfin, d'autres rois, je veux dire, pour ne pas déranger certains à la maison, est-ce que quelque part, il n'y a pas un problème de préséance qui se pose, qu'il faut trouver d'autres terminologies? Mais merci beaucoup. Là, je vais devoir être très précis sur des mots. J'oublie d'abord le cas du temps romain. Oui. Je prends le cas de Niki.
c'est une déviance intellectuelle, s'il vous plaît. Comment ça? C'est une déviance dans la mesure où toute étude scientifique considérée dans l'espace qui est celui du Bénin d'aujourd'hui, nous n'avons jamais eu d'empire. Ce n'est pas au XXIe siècle que nous allons proclamer un empire. Pourquoi je le dis? Il y a quand même une étendue. Attends. Et puis l'autorité du roi, il est tellement... Comment est-ce qu'on est roi? Et on a aussi affilié à soi et sous son autorité un autre roi, notamment de Kouandé, notamment... quand même, il y a eu un rapport. Attention. Oui. Monsieur Agoy. Oui. Nous savons tous que entre Niki, entre le Sinaboko, entre le roi de Niki, Oui. et les rois de Kika, Boué, Sandiro, Pané, Kouandé, je veux dire, oui. qui a des relations très intimes qui sont même familiales. Oui. De sorte que les 4 autres rois, Batombou, quand ils voient le Sinaboko, ils lui font une certaine allégeance. Attention. Un empire, c'est quand même aussi un certain nombre de caractéristiques et de critères. Comme? Un instant. Et lorsque vous lisez cette loi-ci, qui est déjà promulguée, il est dit clairement que vous avez beau être reconnus, vous tous, rois, les règles coutumières en vigueur continuent d'être respectées. Ça veut dire que si nous allons la gagner, que le roi de Kika arrive à la gagner, le roi de Boué ou de Sandiro, le respect qu'il devait au Sinaboko, il continue de l'observer. Mais il y a une précision très importante. Et je voudrais que vous, journalistes, vous nous aidiez à sensibiliser nos compatriotes là-dessus. S'il vous plaît, nous sommes aujourd'hui en République. C'est extrêmement important. On va en parler tout à l'heure. C'est important. Ce qui veut dire que si, par exemple, demain, le chef de l'État appelle les rois du Bénin, il ne va pas donner un trône très grand de 3 mètres au roi du Dahomey et un trône de quelques mètres au roi de je ne sais où. Les royaumes n'ont pas eu les mêmes éclats à travers l'histoire. Nous sommes en République et la Constitution demande aujourd'hui à la chefferie traditionnelle de retrouver cette prérogative de gardienne des us et coutumes. Son rôle ne va pas au-delà aujourd'hui. Les rois ne règnent plus aujourd'hui comme ils l'ont fait il y a quelques siècles. Est-ce qu'on a le même rapport entre les rois, les chefferies supérieures, les chefferies traditionnelles, coutumières et autres, par exemple? Monsieur Akoye vient de dire les rapports traditionnels sont maintenus. Les rapports traditionnels qui existent, nous n'avons pas changé. Nous avons été, si on peut dire, rapporteurs de ce qui existe sur le terrain. Il y a trois niveaux de pouvoir, de concentration, de détermination de catégorie. Nous avons les rois. Dans le niveau des rois, vous êtes roi d'une entité. C'est comme si nous allons aux Nations Unies aujourd'hui, on dit il y a des pays qui sont très grands, il y a des États qui sont très grands, et d'autres qui sont minuscules. Sur le plan juridique. Modeste. Sur le plan juridique, est-ce que le Bénin n'est pas sur le même pied d'égalité que les États-Unis? Oui, ça c'est sur le plan juridique. Voilà. sur le plan juridique. Et nous sommes en République. Parce qu'en diplomatie, ça devient autre chose, justement. Mais on va faire évoluer ce débat-là. Alors, nous sommes en République, vous l'aviez évoqué tout à l'heure. La République qui a été importée et qui a dépouillé d'ailleurs ces entités traditionnelles de leur pouvoir politique et de leur préséance et de leur poids même sur, je dois dire, les différentes communautés. En quoi votre travail apporte quelque chose en termes de réhabilitation de ces pouvoirs-là, professeur? Ah, voilà. La chefferie traditionnelle a subi dans son existence 2 périodes difficiles. A connu 2 périodes difficiles. La colonisation. La première, la colonisation. La deuxième, la période de la Révolution. Oui. Où elle a été combattue. Donc, elle n'a pas bénéficié de cet espace et de cet accompagnement même de l'État indépendant. Mais depuis la démocratie, les choses ont changé. Voilà. Même il y a eu des rois qui sont nés, etc. Est-ce qu'on avait besoin d'une loi pour, mettons, constater que les choses ont évolué? Cette loi est une nécessité pour réhabiliter cette chefferie traditionnelle qui a géré notre société depuis très longtemps et malgré les coups de boutoir, a tenté de continuer de nous gérer d'une manière ou d'une autre.
Et c'est pourquoi, quand la Constitution dit qu'elle est garante des us et coutumes, il fallait donner un contenu et aider cette chefferie à jouer pleinement son rôle. Et c'est pourquoi la loi, elle doit être considérée comme une loi qui réhabilite, qui veut donner à nos parents la place qu'ils occupent dans la gestion du quotidien de notre société. Vous savez, cette gestion-là a besoin d'un accompagnement de l'État. Donc, c'est pourquoi nous estimons que c'est un travail qui réhabilite la chefferie traditionnelle. Le pouvoir traditionnel. Oui, docteur Akoyi. Juste pour le compléter. Oui. Mais vous parliez d'après la conférence nationale, cher Tanguy, vous savez très bien que c'est là où on a eu tous les désordres. À la faveur de Ouida 92, de ce grand festival qu'il faut saluer au passage. Mais la liberté retrouvée, évidemment, a fait que malheureusement, le regain de vitalité que tout le monde applaudit à l'époque a été très vite mal exploité. De sorte que on a assisté à ce que certains appellent la royaumisation de notre territoire. Vous avez, et ça ce n'est pas un secret, vous avez des royaumes authentiques et bien connus, où jusqu'à là où je parle, vous n'avez plus d'un roi. C'est anormal. Vous avez des localités qui n'ont jamais abrité la moindre chefferie traditionnelle de type centralisé ou moyennement centralisé, mais où il y a 2, 3, 4, 5, 6 rois. Alors, il fallait quand même mettre de l'ordre. Et je voudrais nous demander d'aller à l'article 9 de la loi, qui liste à peu près 10 attributions, quand même, qui montre combien de fois, aujourd'hui, l'État redonne à cette chefferie toute sa place dans la République. Pas la célébration, je dois dire, et l'organisation, mettons, des rendez-vous culturels, coutumiers dans l'année. Quelle est l'autorité, le pouvoir d'un roi, par exemple, docteur Akoyi? On a pas bien l'impression qu'ils ont retrouvé tout leur éclat d'antan. Une précision. Je rappelle une fois encore que nous sommes en République. Ce qui veut dire que nous devons nous en tenir à ce qui est prescrit dans la Constitution. Elle est gardienne des us et coutumes. Et je nous rappelle, vous allez voir, lorsque vous lisez l'article 9, c'est dit clairement, c'est détaillé, ces attributions-là. La chefferie contribue à la pacification de nos sociétés, à la protection, contributeur n'est pas un acteur principal. Parce qu'aujourd'hui, les règles qui priment sur tout, ce sont les règles de la République. Mais notre patrimoine culturel, qu'il soit matériel, naturel ou immatériel, détenu par ces communautés, continue donc à être protégé. Et le roi, les chefs traditionnels doivent pouvoir aider l'État à mettre en valeur tout ceci. Et mieux, par exemple, il y a une des attributions, je peux permettre que je la liste très rapidement. Oui, toujours à l'article 9. À l'article 9, où on dit, ça concerne les questions de sécurité, collaborer avec les pouvoirs publics pour la sécurité et le bien-être des populations vivant sur son espace. Ce qui veut dire quoi? Que l'État quand même donne des rôles très importants à la chefferie traditionnelle. Sauf que, comme le dit l'article, je crois, 10, ce n'est pas parce que les chefs traditionnels se voient dotés maintenant de ces attributions qui vont se considérer comme des structures administratives de l'État ou des prestataires de services. Non, pas du tout. C'est un maillon important de la chaîne, et ce maillon, aujourd'hui, on le réhabilite pour qu'il joue pleinement son rôle afin que la chaîne... On n'a pas l'impression que la République... Enfin, on oblige la République à y faire recours sur un certain nombre de choses. La République est libre de faire recours à un roi en matière de sécurité ou pas. On a dit collaborer, on a dit contribuer, etc. Et donc, ça s'arrête là. On a appris des choses dans les coulisses. Hein. Les rois se sont payés, c'est ça. Oh là là. Alors là, on dit l'État aide à... Je vais donner l'exemple. On a retrouvé sur le terrain certains royaumes avec des rois en difficulté. Financière? En difficulté pour le métier même de leur palais, pour assurer les cérémonies rituelles. Les sujets sont passés. En l'honneur de leurs ancêtres, l'État va donner un accompagnement. Okay. L'État ne donnera pas un salaire à quelqu'un ou à l'autre. On s'attendait à les voir au guichet. L'État accompagnera pour qu'ils puissent jouer effectivement leur rôle. Alors, j'ai lu dans la loi
que le roi peut être destitué ou révoqué. C'est contraire à nos traditions. Et ça va être un scandale dans des royaumes donnés, non, docteur Akoye? Alors, c'est peut-être mal compris. Une fois encore, je rappelle, nous sommes en république. Si le roi, j'espère qu'ils ne vont pas se retrouver dans ce cas de figure parce que je les connais suffisamment sages et dignes et fiers de leur titre. Mais si un chef traditionnel commet une faute qui doit être appréciée par les pouvoirs publics, chez Tanguy, qu'est-ce qu'on fait? Je vous donne des exemples très concrets. On fait confiance au conseil des sages, au conseil royal, parce que ce sont ces entités qui, mettons, connaissaient des actes un peu d'écart du roi par le passé. À titre personnel, je pense qu'on n'en arriverait pas à ces cas-là. Mais si un roi, je donne un exemple très, très, très vulgaire, si un roi volait, violait une femme, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il est chef traditionnel, on fait quoi? Nous sommes en République, s'il vous plaît. C'est tout simplement ce que dit la loi. La loi. Allez, un mot rapidement pour finir cet entretien. Il m'a surpris véritablement. Professeur Mtouzoulou, rapidement. Qu'est-ce qu'on retient globalement? Globalement, je voudrais dire que la loi fait honneur à notre peuple et à nos traditions. Et la loi réhabilite la chefferie traditionnelle. L'État décide enfin de prendre ses responsabilités. Regardez la chefferie traditionnelle chez nous par rapport à nos voisins du Nigeria. Oui. Vous avez vu la différence? La différence est structurelle. Parce que notre colon, lui, c'est l'administration directe. Il a tout saccagé. Les Anglais n'ont pas fait pareil. Donc aujourd'hui, l'aide que l'État va apporter à la chefferie traditionnelle à travers cette loi, ça va permettre à nos chefs traditionnels de redorer leur blason et nos traditions seront mieux respectées et le Bénin s'en portera mieux. Alors, de mon côté, je voudrais plutôt relayer un appel du ministre de la Culture qui est un appel très important. À savoir que ce n'est pas parce qu'une localité n'abrite pas aujourd'hui le cœur d'une certaine chefferie traditionnelle qu'elle n'est pas considérée dans la République. En 2024, le gouvernement a mis en place 4 nouvelles agences dénommées Agences de sauvegarde de la culture, de la culture dans nos différentes aires socio-culturelles. Il y en a 4 au total. Oui. Alors, ce qui veut dire quoi? Si je prends une localité... C'est vrai. Donne-moi un hagbe. Yé mon nom de mon. Une hagbe. Non, non. Une ouais. Une hagbe. Une. Hagbele. Hagbe. C'est hagbe. Ah, ton dieu. La bière du terroir. Qualité Sobebra. Dans un instant, la paire va changer la vie de ce couple. Mais, bébé! Oh, de rien, Marie. Des lunettes trop chic. Votre test de vue gratuit et la qualité internationale à partir de 19 000 francs CFA. La paire, voir clair, ça va vous plaire. Et vous avez besoin de lunettes, non? Bah écoutez, l'argent c'est pas fait à disposition. Hein. Prise d'un vous avec l'Ophtalmo, c'est pratiquement 2 semaines d'attente interminable. En plus, ça coûte excessivement cher. Oula, trop de palabres là. Des lunettes trop chic. Votre test de vue gratuit et la qualité internationale à partir de 19 000 francs CFA. La paire, voir clair, ça va vous plaire. Nous sommes de retour, hein, quelques soucis, notamment avec, mettons, l'énergie électrique. C'est actuel matin, je recevais pour vous Dr Paul Akoni, spécialiste du patrimoine culturel et immatériel, directeur général de l'Agence de sauvegarde de la culture Adjatado et rapporteur de la commission. Deuxième rapporteur, vous aviez dit. Hein, deuxième rapporteur. De la commission. Oui, on va reprendre votre mot de conclusion rapidement. L'appel du ministre, les détails du ministre et surtout la conclusion finale. Merci bien. Le ministre de la Culture voudrait que nos compatriotes comprennent que ce n'est pas parce qu'une localité n'abrite pas aujourd'hui le cœur d'une chefferie de tel degré que son patrimoine culturel n'est pas pris en compte par les politiques publiques. Vous savez que depuis 2016, le gouvernement a lancé ce vaste programme de revalorisation de nos
de tous nos patrimoines. Et là-dessus, en janvier 2024, le gouvernement a mis en place 4 nouvelles agences dédiées à la sauvegarde du patrimoine culturel dans nos différentes aires. Ce qui veut dire que même si ma localité, je peux même donner l'exemple, je parle de Agbaïzou, je suis de Agbaïzou moi. Oui. Agbaïzou n'est nulle part dans cette loi-là. On n'a que des chefs communautaires, nous. D'accord. Mais malgré cela, l'agence de sauvegarde de la culture de l'aire à Djatado, évidemment, s'occupe naturellement aussi de la culture, donc de ma localité. Donc, ce qui veut dire que tout le monde doit pouvoir être tranquille, qu'on soit directement cité dans la loi comme chefferie de tel ou tel niveau. Notre patrimoine culturel est forcément pris en charge par des structures créées à cet effet. Mais quand on a directement quelqu'un qui peut porter la voix auprès des politiques publiques, c'est toujours plus intéressant. Le directeur général de l'agence d'Adjatado, par exemple, il s'occupe de toute l'agence et il a sous lui des chargés de programme, justement, qui ont pour mission, justement, de sillonner tout le territoire, donc de cette ère-là, et justement, d'identifier, de protéger, de valoriser le patrimoine culturel de cette ère. Docteur Akoy, merci. C'est bon. Bonne journée à vous. Professeur Romuald Mchozounou, merci. Merci. Historien et membre de la commission, merci d'être passé par ici. Bonne journée à vous deux, messieurs. Mesdames et messieurs, on va marquer une courte pause et moi, je vais recevoir par ici en direct Jacques Degbé. On va parler économie.